Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, 19 drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais. Ce n'est pas une première, mais ce qui est nouveau, c'est d'abord le nombre de drones, 19. Et surtout, c'est la riposte immédiate de l'OTAN appelée en soutien par la Pologne. Quelques jours après la Pologne, c'était la Roumanie qui subissait une pénétration de son espace aérien par un drone russe. Là encore, l'OTAN a riposté. Avec Frédéric, nous allons passer en revue les moyens dont dispose l'OTAN pour lutter contre ce type d'attaque. Et nous allons aussi nous intéresser à la mission de la France sur ce que l'on peut désormais appeler, Frédéric, le front de l'Est. Peux-tu nous rappeler ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025 dans le ciel de Pologne ? Oui, je peux le faire, Gilles. Et bonjour, Gilles, d'ailleurs. Tu parlais de pénétration de l'espace aérien polonais. Moi, j'aurais presque parlé de double pénétration, puisque c'est rentré d'un côté, a priori, par l'Ukraine, et ça serait un petit peu rentré aussi du côté de la Biélorussie. Donc on Euh, appréciera la précision de l'information. Merci voilà. Frédéric. Bon, je n'étais pas en Pologne. Il y avait, comme d'habitude dans ce genre d'affaires, on va en parler sans avoir assisté directement aux faits, donc en se basant sur les informations qui peuvent remonter ici ou là. Une vingtaine de drones qui seraient rentrés entre, on va dire, 23h30, minuit, jusqu'à très tôt le matin, hein, jusqu'à 6h, donc ça a duré longtemps quand même, Mhm. hein. C'était pas des vagues monstrueuses, mais mis bout à bout, ça faisait quand même un petit peu de monde dans l'espace aérien polonais. Comme tu le disais, 2 jours après, samedi, donc on a eu aussi ce survol de la Roumanie. Alors, a priori, un seul drone, hein. Là, on est dans le domaine du symbole, de toute façon, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 10, c'est un petit peu pareil, ouais. C'était la 9 ou 10e fois que l'espace aérien polonais était pénétré donc, par des drones russes. Les précédentes fois, ça s'était un petit peu tassé. C'était soit un drone qui était venu finir sa course en Pologne, soit qui avait fait demi-tour. Bon, on avait mis ça sur le compte d'une erreur de navigation. Cette fois-ci, c'est pas du tout la même chose. Non, effectivement, les fois précédentes, on pouvait parler un peu d'éclaboussure, hein. Les Polonais sont riverains d'un conflit quand même assez dur et long et très intense. Donc, ça semble assez normal que de temps en temps, il y ait une balle perdue qui vienne tomber sur leur chaussure, hein, sur leur pompe. Une balle perdue ou un drone perdu, quoi. Donc, bon. Malheureusement, on peut dire que c'est les affres classiques de la guerre. Là, effectivement, c'est le nombre qui interpelle. C'est le fait aussi que la réponse, enfin, il y a eu plusieurs réponses, hein. Il y a eu une réponse de la Biélorussie, il y a eu une réponse de la Russie à cet événement. Certains drones donc seraient passés par le territoire biélorusse. Les Biélorusses ont annoncé en avoir abattu, ce qui est assez étonnant. Et puis tout en disant que finalement, ces passages étaient le fruit des brouillages de la part de l'Ukraine. Et la Russie, c'est pareil, a reconnu à demi-mot sa responsabilité, mais en disant, mais attendez, ça va, on va pas en faire tout un fromage, hein. Il s'agit que de 19 engins assez légers. On est un peu dans la situation du type qui te fait les poches dans le métro, tu te retournes, tu le prends sur le fait, et puis il gueule plus fort que toi, et finalement, il te dit, mais ça va, on va pas en faire un cinéma, hein, c'est pas si grave que ça. Il a juste été pris avec sa main dans ta poche, quoi. C'était quand même un drôle de jeu, et puis effectivement, derrière, il y a de très gros enjeux militaires et géopolitiques, hein, derrière ces incursions. Tu dis enjeu géopolitique. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que la Roumanie, qui a donc déploré la pénétration de ce drone dans son espace aérien, est montée tout de suite dans les tours. Et alors que dans les événements précédents, où des drones sont venus finir leur course en Roumanie, le gouvernement roumain demandait à la population de ne pas trop en rajouter et d'être assez discret. Et jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à vouloir minimiser les faits. Là, on est passé dans une autre logique. Je suis pas certain en parlant de la Roumanie, parce que alors la Roumanie est riveraine aussi du conflit, elle est riveraine de l'Ukraine, hein. On sait qu'il y a le Danube, le beau Danube bleu qui sépare les deux pays. Donc c'est vite franchi, effectivement. Je ne sais pas si la Roumanie en fait tant que ça, parce que on s'aperçoit que finalement ce drone, d'après les déclarations officielles, la Roumanie a fait décoller deux F-16 pour intercepter le drone, et puis les F-16 se sont contentés de le suivre, arguant du fait qu'ils n'avaient pas voulu l'abattre pour éviter des dommages collatéraux au sol. On va parler tout à l'heure de la nature précise de ces drones, hein, mais si c'est un Gerbera comme on a vu en Pologne, c'est pratiquement de l'aéromodélisme, hein. Et très bizarrement, ce drone donc aurait fait cette incursion en Roumanie et il serait repassé dans l'espace aérien ukrainien.
continuer ses missions. Donc de la part d'un pays qui explique il a réagi fortement, je trouve ça très très léger. Mhm. Le drone quand même constitue une menace et pour la Roumanie et pour son voisin. La Roumanie fait partie de l'OTAN. L'OTAN est quand même en appui de l'Ukraine. Et on laisse filer un drone comme ça qui va terminer sa mission et qui pourrait faire du dégât, hein. On ne sait pas où il peut terminer, si dans un immeuble civil, enfin voilà. Donc je trouve ça assez moyen et assez étonnant quand même, ouais. Alors tu disais donc que ces drones-là ressemblaient peut-être plus à des modèles réduits. Quand on parle de drones, l'éventail est énorme. On sait quel type de drones ont été interceptés ou sont venus s'écraser en Pologne? Bon, on le sait, puisqu'effectivement, comme tu le dis, ils se sont écrasés, ils ont fini leur course en terre polonaise. Et donc, les Polonais les ont récupérés, on a des photos, il y a des vidéos de ces engins, enfin voilà, c'est très clair. Ce sont des modèles Gerbera, de fabrication russe, hein, ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ce sont des drones qui sont très légers, hein, qui font à peu près 2,50 m d'envergure, quelques dizaines de kilos à peine. C'est du contreplaqué, c'est un petit peu de mousse sans doute. On voit qu'il y a des éléments qui sont tenus par du gros scotch, ça vole pas très vite. C'est clairement du très consommable, Mhm. très peu cher et à la portée d'un aéromodéliste. Hormis effectivement la portée affichée, quoi. Ce sont des engins sans charge militaire, a priori dans ceux qui ont été récupérés en Pologne, hein, puisqu'ils n'ont pas explosé. Il y a tout de même une petite capacité d'emport pour soit une charge militaire, soit de l'optronique. À la vue des images, il semblerait que cette capacité d'emport ait été remplacée pour le coup par un réservoir supplémentaire de carburant, un réservoir souple, ce qui expliquerait effectivement le fait qu'il soit arrivé jusqu'en Pologne en étant éventuellement lancé de Russie. Les réseaux sociaux ont beaucoup glosé sur l'autonomie limitée de ces drones, hein, qui serait de 600 ou 700 km, et qui donc, si tu prends une règle et que tu regardes la carte, c'est essentiel de regarder les cartes, hein, puisque voilà, c'est le début de tout raisonnement, on regarde la carte, et 600-700 km, ça permet pas trop d'arriver en Pologne, hein. Si tu rajoutes quelques litres de carburant en lieu et place de la charge militaire, effectivement, tu obtiens largement de quoi arriver en Pologne. Alors sur les 19 qui ont survolé la Pologne, il y en a un qui aurait survolé beaucoup plus longtemps que les autres, qui est allé beaucoup plus loin et qui aurait volé presque 1 heure au-dessus de la Pologne. Oui, c'est possible. C'est une image qu'on voit sur effectivement les documents diffusés, hein. Il se serait posé très loin à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de zones d'ombre et de points d'interrogation, hein, dans toute cette affaire, hein. Ce qui malheureusement donne libre cours à des hypothèses assez fantaisistes, on va dire, hein, sur la provenance de ces drones, hein. On voit qu'il y a beaucoup de, de posts sur les réseaux sociaux qui évoquent un coup monté de la part des Ukrainiens pour entraîner la Pologne dans la guerre. Enfin voilà, on peut tout imaginer, hein. On peut, bien sûr, l'imagination là est la seule limite. Si on s'en tient quand même aux faits et aux idées, on va dire, raisonnablement acquises. Ce sont des drones qui ont été lancés de Russie, qui ont terminé leur course en Pologne, de façon plus ou moins coordonnée, parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y en a un grand nombre. C'est pas un accident. Je reviens en 2 mots là sur ces histoires d'égarements. C'est quand même une longue tradition depuis, on va dire, depuis l'invention de l'aviation, hein, de parler d'avions qui se perdent alors qu'on les envoie sciemment dans un endroit ou dans un autre, hein. Il y a des exemples célèbres. Je rappelle que le U-2 de Gary Powers, il s'était égaré de 1000 km à l'intérieur de l'Union soviétique, hein. C'était comme ça, totalement par hasard, il était passé au-dessus de sites de lancement de missiles. Plus près de nous, il y a eu des égarements totalement involontaires pendant, par exemple, la guerre au Kosovo, l'opération Allied Force, la guerre contre la Serbie, pardon, où il y a énormément de missiles anti-radar qui ont été tirés par les Américains et qui ont terminé leur course un petit peu partout chez les voisins. Ce sont des choses qui arrivent. Encore une fois, là, on a affaire à un raid assez conséquent. Donc un raid conséquent, 19 drones qui arrivent en Pologne. Les Polonais ont réagi très rapidement. Et ça veut dire qu'ils les avaient vus arriver?
Oui, non seulement ils les ont vus arriver, mais c'est surtout les Ukrainiens qui les voient arriver, hein, puisque les Ukrainiens sont en première ligne. Les Ukrainiens se prennent très très régulièrement maintenant des raids de plusieurs centaines de drones. Donc ils sont particulièrement affûtés. On peut dire que l'Ukraine est aujourd'hui le pays au monde qui connaît le mieux la question, qui sait le mieux gérer ce genre de situation. Et donc l'Ukraine est a priori en relation assez étroite avec ses voisins pour les prévenir de l'arrivée des raids. Ce qui explique ou ce qui expliquerait que effectivement les Polonais et l'OTAN en Pologne étaient sur le pied de guerre et que tu avais déjà peut-être des chasseurs qui étaient déjà en l'air au moment où les drones ont franchi la frontière. Euh, Tu as des plots de défense de police du ciel qui sont armés en Pologne avec des avions en alerte H24 qui peuvent décoller en quelques minutes. Et c'est vrai que si tu as un préavis qui te vient du voisin d'à côté et qui te dit voilà, on a 400, 500 drones là, qui sont en train d'avancer, ils avancent pas vite, hein, ils avancent peut-être à 200 km/h. Donc ça te laisse quand même une bonne paire d'heures, 2, 3 heures, peut-être un petit peu plus même pour réagir. Et quand je dis 200 km/h, je suis peut-être très optimiste aussi. Hein, pour ces drones de la Gerbera, c'est peut-être 100, 150 km/h. Donc c'est la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Euh, pour traverser l'Ukraine en voiture sur l'autoroute, il faut quand même un petit moment, quoi. On dit, tu vas nous le confirmer, que les Polonais ont fait décoller des F-16. Et puis, sous couvert de l'OTAN, les Hollandais, eux, ont fait décoller des F-35. Donc c'est ça, tu confirmes? Ah, je confirme, j'ai lu la même chose que toi. Oui, Ouais. oui, encore une fois, je n'étais pas sur place, mais ça semble assez clair. Effectivement, il y a des détachements polonais. Il y a des détachements de l'OTAN, en fait. Tu parlais du front de l'Est tout à l'heure, c'est peut-être pas la bonne expression. Mais voilà. Si tu retires le front de l'Est, je retire la double pénétration. Et puis comme ça, on sera quitte. Oui, tu as des détachements dans les pays baltes qui sont quand même, qui n'ont pas d'aviation de chasse, hein, les pays baltes. Donc, des pays de l'OTAN mettent la main à la pâte. Et tu as effectivement des renforcements en Pologne et en Roumanie de la défense aérienne, soit avec des avions, soit avec des batteries de missiles. Pour contrer cette attaque, il y a les avions de chasse. Est-ce qu'il y a des moyens sol-air, oui, justement, des missiles, des... Oui, c'est tout le drame. Tu parles d'attaque, il faut faire un peu attention aux mots parce qu'effectivement, les drones ne sont pas armés. Donc, c'est une forme d'attaque, on va dire, peut-être informationnelle ou de pression, ou de choses comme ça. Il n'y avait pas de volonté de destruction. Les Polonais, effectivement, affirment que c'est un test. Les Ukrainiens, on sans doute, jouent aussi sur ce registre. On vient de tester les capacités de réaction de l'OTAN et surtout aussi peut-être la cohésion de l'OTAN, savoir comment les uns et les autres réagissent. Et puis, là, la Russie a mis une petite tape sur la joue et puis va savoir si demain il n'y aura pas une petite tape un peu plus forte sur votre joue. Donc voilà, c'est un jeu diplomatique et géopolitique. On teste aussi dans d'autres circonstances, on fait passer des avions au-dessus de la Manche dans l'espace aérien international ou en Baltique. Enfin voilà, c'est un test permanent et puis on observe comment ça réagit de l'autre côté. La Pologne et la Hollande ont fait décoller leurs avions. La défense solaire était en alerte, hein, il n'y a pas eu de tir. Il y aurait eu 3 drones abattus, donc il y aurait eu des tirs des avions de l'OTAN contre des drones russes, ce qui ferait de cet épisode une première. Mais en filigrane, tout ça, si on fait le compte des avions, des drones qui ont été détectés, de ceux qui ont été réellement abattus, on voit qu'il y a quand même un gros delta. 3 ou 4 sur une vingtaine, c'est pas terrible, sachant que les Ukrainiens font quand même a priori bien mieux chaque nuit. Donc voilà, les Polonais ont expliqué qu'ils avaient a priori abattu ce qui pouvait être le plus menaçant, mais c'est pas très logique dans la mesure où tu retrouves un drone qui est quand même beaucoup plus proche de Varsovie, par exemple, et très à l'intérieur du pays. Certains observateurs se félicitent de la réponse de l'OTAN. C'est le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Il y en a d'autres qui notent qu'effectivement la réponse a été extrêmement partielle et surtout, on va en parler, mais très très mal adaptée. Oui, alors justement, très mal adapté. Tu disais donc que les Ukrainiens ont l'habitude de repousser des vagues d'attaques presque toutes les nuits, et où là, il y a des fois plusieurs centaines de drones qui arrivent en même temps sur le territoire. Les Ukrainiens n'ont pas de F-35, par exemple. Ils ont Ah des non, F-16, mais ils font la guerre, hein. est-ce qu'ils font voler leurs F-16 toutes les nuits? Ils ont des F-16, ils ont des Mirage 2000-5 Oui. aussi. Alors, ce soir-là, pour info, il y avait, les Ukrainiens ont dénombré 415 drones, hein, dirigés contre eux et 45 missiles de croisière, plus une petite poignée de missiles balistiques. C'est quand même assez massif, hein, c'est énorme. Les Ukrainiens se battent avec toute une palette d'outils
Alors ils ont, si on part du plus haut vers le plus bas, ils ont quand même des missiles patriotes à longue portée, mais que tu vas pas tirer contre un drone, hein, ça c'est quand même trop déséquilibré, avec lesquels ils essaient d'intercepter les missiles balistiques par exemple. Ils ont des chasseurs, hein, donc bien sûr, ils ont du F-16, ils ont du Mirage 2000-5, ils ont peut-être encore du MiG-29 dans ces missions-là, qu'ils utilisent pour la défense aérienne, hein. Mhm. Ils ont perdu déjà une paire d'avions dans ces missions-là. Ce sont des missions quand même assez dangereuses qui se jouent à relativement basse altitude, parfois basse vitesse aussi. Enfin, c'est pas des domaines de vol qui sont très confortables pour le pilote. De nuit, en plus, le pilote travaille avec son radar, il met un peu la tête dans le poste pour travailler avec son radar, et puis dehors, il fait nuit et il n'est pas très haut, quoi. Donc, voilà, c'est compliqué. Je suppose que les avions de combat, les avions de chasse sont plutôt dirigés contre les missiles de croisière qui évoluent plus vite que les drones à hélice qui évoluent à la vitesse d'un avion d'aéroclub. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, ben, ils ont du missile solaire léger, portable. Ils ont des canons de gros calibre, hein, du 20 mm, du 23 mm, du 23 mm, je crois, ou 27 mm pour les systèmes Guépard qui ont été donnés par l'Allemagne. Ils ont des armes automatiques montées sur des pick-up. Ils ont, voilà, il y a toute une batterie de systèmes, un échelonnement des effets qui permet de traiter les cibles les plus coûteuses ou au contraire les cibles à très bon marché. Voilà. Alors, est-ce que l'OTAN a aussi remis en question ses armes et puis a développé sa panoplie? Est-ce qu'aujourd'hui l'OTAN est capable, quand je dis l'OTAN, c'est les armées qui composent l'OTAN, comme la France par exemple, est-ce que ces pays sont capables aujourd'hui d'intégrer de nouvelles armes anti-drones? Alors, le fait est qu'aujourd'hui, c'est d'une tristesse à pleurer, hein, la défense que peut mettre en avant l'OTAN. On est resté dans un schéma assez classique d'avion contre avion, donc on s'attend à des raids massifs d'avions ennemis, et puis on a en face absolument toute la panoplie qu'il faut pour les contrer. De ce côté-là, on est bon. Mais on a vu depuis 2-3 ans que voilà, c'est plus ça la situation dans le ciel. On a cette question, ce problème des raids massifs de drones, des essaims de drones aussi. Et là, ça oblige à une gymnastique intellectuelle, hein, à une remise en question. C'est toujours compliqué quand on voit la difficulté avec laquelle, je passe du coq à l'âne, mais par exemple, la difficulté avec laquelle l'armée de l'air française a intégré l'idée qu'il fallait mettre des biplaces en vol pour des missions de combat. Ça a pris quand même une génération, hein, pour accepter cette idée-là. Il y a eu du sang et des larmes, hein, parfois. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait, la mutation est faite. On a plus, je crois qu'on a plus de biplaces, de Rafale biplace que de monoplace, mais ça a quand même été compliqué. Il y a la mutation des drones que nous, on pourrait posséder et mettre en œuvre, c'est toujours en cours, hein, c'est compliqué. Il faut que les pilotes de chasse qui sont aux commandes des institutions virent leur cutie et reconnaissent le fait que ben, parfois le drone, l'engin sans pilote embarqué peut être meilleur ou plus intéressant. Donc ce sont des vraies révolutions. Et l'idée de la défense anti-drone, pareil, au ras du sol, avec des moyens légers de bon sens, euh, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça se fait pas du jour au lendemain, d'autant qu'il faut aussi jouer avec les industriels. Les industriels ont tout intérêt à vendre des systèmes lourds, complexes et coûteux qui demandent un entretien, hein. Ce sont des rentes à vie, plutôt que de vendre des fusils à pompe. Mhm. C'est une vraie révolution qui doit se faire et le plus vite possible. Alors, une attaque comme celle qui a eu lieu là, dans la nuit du 9 au 10 septembre et qui impliquait donc directement l'OTAN, ça doit quand même accélérer la remise en question, ça, non? Sincèrement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et il y a certainement des gens très intelligents partout qui réfléchissent, mais le mammouth est quand même costaud, hein. Il a le poil dur et il a de la corne. Donc c'est compliqué de le faire changer de direction ou de le dégraisser, hein. Ce qu'on note sur cette affaire, c'est que l'Ukraine a proposé son... Encore une fois, je reviens là-dessus, l'Ukraine est aujourd'hui le pays dans le monde le plus affûté en matière de lutte contre les drones. Elle a proposé son aide à la Pologne pour former, pour mettre en place un outil. Ce qui était quand même un beau retournement de situation, parce que depuis 3 ans, ce sont les pays de l'OTAN qui aident l'Ukraine à se battre, mais on s'aperçoit, et enfin ça dure déjà depuis quelques mois, plusieurs mois, que c'est vraiment l'Ukraine qui maintenant a le savoir-faire. Elle n'a peut-être pas toujours tous les outils en nombre suffisant,
mais elle a le savoir-faire, très clairement. Et donc, elle a proposé à la Pologne de l'entraîner. L'idéal étant que ce soit les Polonais qui viennent en Ukraine et qui touchent du doigt la réalité et qui est la vérité des prix, hein. Bon, les Polonais sont a priori un peu réticents à envoyer des bonhommes en Ukraine pour s'entraîner. Donc, et s'entraîner et entraîner les Polonais chez eux, ça a moins de sens, Mm. puisqu'effectivement, à moins que les Russes y mettent du leur et qu'ils multiplient le nombre de plastrons pour entraîner les Polonais, sait-on jamais. Toujours est-il que là, aujourd'hui, on est un peu dans une impasse avec le système de défense aérienne qui est en place, parce que on tire des missiles à 1 million d'euros contre des drones qui en valent 100 fois moins. Et ça, c'est pas tenable, ni sur le court terme, ni sur le moyen terme, et bien sûr encore moins sur le long terme. On en revient à nos F-16 et F-35 contre des drones. Donc un F-35 face à un drone qui pèse quelques kilos et qui vole à 150 km/h, ça paraît complètement fou, ça. Et économiquement, l'équation est spectaculairement simple. Une seule heure de vol de F-35, par exemple, va coûter 3 à 4 fois le prix du drone. Le simple fait que le F-35 décolle et soit en l'air pendant 1 heure, voilà. En plus, tu imagines que ce sont des missions qui durent peut-être sans doute plus parce qu'il y a une permanence à assurer, hein. Les raids ont été échelonnés de minuit à 6 heures du matin pratiquement. Donc il faut avoir des avions en l'air. Tu rajoutes là-dessus effectivement le prix du missile. Ces missiles à moyenne portée sont des missiles à entre 1 et 2 millions d'euros quand même. Il y a peut-être sans doute aussi du Sidewinder qui a été utilisé, donc ça c'est un petit peu moins cher, mais ça reste quand même très, très, très disproportionné, économiquement parlant. Après, on va te répondre que c'est l'effet qui compte, c'est-à-dire que peut-être que ça te coûte cher d'intercepter un drone, mais si en même temps le drone est destiné à va aller détruire telle installation ou tuer telle personne, ça vaut le coup quand même de mettre 1 million d'euros sur la table. Là, il y avait 19 drones, mais tu dis que ces 19 drones étaient issus d'une vague de plus de 400 drones. Un F-35 ou même 2 ou 3 F-35, même associés à 2 ou 3 F-16, s'ils se retrouvent face à une vague de 400 drones, au bout d'un moment, ils sont à court de munitions. Bien sûr, le moment étant très court, se retrouve très... Mais c'est pas on n'est pas du tout dans ce scénario, Gilles. La vague de 400 drones, elle est orientée vers l'Ukraine et vers la ligne de front, vers l'est de l'Ukraine, hein, essentiellement. Et ce qui arrive dans l'ouest de l'Ukraine et après en Pologne, c'est ce qui est arrivé à passer. Et c'est quand même un chiffre très réduit par rapport aux 400 que tu évoques. Ce que je veux dire, c'est que si le front se déplace, alors soit que les Russes se Mhm. rapprochent de la frontière polonaise, ou inversement, si à un moment on dit, bon, bah, l'OTAN, il faut y aller, et donc l'OTAN rentre complètement en Ukraine et se rapproche de la frontière russe, c'est l'OTAN qui sera en première ligne pour intercepter ces vagues. Et là, aujourd'hui, tu dis que l'OTAN n'est pas équipée, n'est pas armée, n'a pas la doctrine pour faire face à une vague de 400 drones, et en plus, si ça se répète toutes les nuits. À ce genre de situation, oui, mais encore une fois, je pense que bon, ton scénario quand même me semble un petit peu capillotracté. Et puis, encore une fois, ce sont les Ukrainiens qui seront toujours en première ligne avec les outils qu'ils ont pu développer. Donc, je ne pense pas que la question se pose actuellement dans ces termes. Mais elle pourrait très bien se poser dans ces termes, par exemple, sur un autre théâtre comme les Pays-Baltes, Mhm. où là, on a une situation un peu différente. En plus de ça, la frontière, il n'y a aucune profondeur stratégique, hein. Les Russes sont à une poignée de kilomètres des villes baltes. Et effectivement, il pourrait y avoir quelques mauvaises surprises de ce côté-là. Ouais. D'accord. On a dit qu'il y avait donc en première ligne les F-16 polonais, et puis donc il y avait aussi des F-35 hollandais basés, et puis on a parlé d'envoi de Rafale par la France. Alors il s'agit de quoi là? C'était 3 Rafales, je crois? Oui, 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 bah on en parle et puis on les voit puisqu'ils sont arrivés très vite, hein. C'est un avantage essentiel de l'armée aérienne, c'est que tu claques des doigts et puis 3 heures après, tu as les avions qui sont en place. Là, ça s'est passé un petit peu plus de 3 heures. C'est un concept, encore une fois, qui est vieux comme le monde, hein, de déplacer des avions très vite pour les mettre là où ils sont attendus. C'est un concept qui prend du badin depuis quelques années au niveau de l'OTAN avec le concept ACE, de déploiement rapide de sections d'avions de combat avec la logistique qui va bien. Ce concept est décliné en France par le concept MORAN. C'est un acronyme, je t'en fais Oui.
Hein, je t'épargne. Et donc voilà, l'idée c'est de prendre une poignée d'avions, deux, trois avions, 4-5 équipages, une douzaine de mécaniciens par avion, prendre un A400, mettre tout ça dans l'A400 avec la logistique, les équipements techniques, un peu de munitions, et puis hop, on projette ces avions à 1000, 2000 kilomètres. Et ça, la France sait bien le faire, ça. Oui, en même temps, c'est pas exceptionnellement compliqué. Je te rappelle que Ernst Udet, dans ses mémoires, raconte que sur le front de l'Est, là, pour le coup, le vrai, le dur, en 44-45, avec ses Stuka, ils changeaient de terrain tous les jours pour échapper au bombardement russe. Hein. Donc, ils s'installaient, ils faisaient leur mission, et le soir, ils pliaient les Gaules, ils mettaient tout ça dans le train logistique, et puis ils se déplaçaient de 30 km. Donc, c'est un exercice qui, voilà, ça se pratique, il faut la volonté de le faire. Il faut des avions qui le permettent aussi, hein, qui n'aient pas un fil à la patte en permanence. Suivez mon regard, mais il faut des avions qui soient relativement autonomes, qui puissent se réparer relativement facilement, être relativement légers en matière de logistique. Voilà, il y a des avions qui s'y prêtent bien, il y en a d'autres qui s'y prêtent moins bien. Donc c'est ce qui s'est passé avec la France. Il y a récemment, donc après cette attaque russe, du moins cette pénétration russe Tu aimes bien le mot, hein? il y avait des avions qui étaient des Rafales qui étaient en réserve, en alerte. Par définition, tous les militaires sont H24 prêts à intervenir. La question après, effectivement, c'est le nombre de rafales disponibles, parce qu'à force de jouer les pompiers un peu partout, on en vient à plus avoir plus trop de camions ou plus trop de mousse. On a des avions de combat dans les pays baltes. Hein. Mhm. À tour de rôle, la France prend le quart et participe à la protection, à la surveillance et la protection de l'espace aérien des pays baltes. Donc ça peut être des Mirage 2000-5, ça peut être des Rafales. On en a encore, je te le rappelle, au Levant, qui tournent encore, hein, a priori, qui sont basés soit à Al Dhafra aux Émirats Arabes Unis, enfin, c'est pas soit, c'est et à Al Dhafra aux Émirats Arabes Unis et en Jordanie, sur la base H5, près de la Syrie. On a aussi une poignée d'avions, 6 avions à Djibouti, hein, qui sont Mhm. sur une base aérienne dirigée par les Français, mais bon, voilà, ils sont là-bas. On a aussi des plots en France métropolitaine, des plots de permanence opérationnelle, où sur chaque plot, tu as deux avions armés prêts à décoller, H24. Ça, plus ça, plus ça, plus les avions qu'il faut maintenir en réserve pour la force de dissuasion. Il y a toujours un volant d'avions qui sont un peu mis de côté, et voilà, qu'on laisse tranquille. Plus ben, les missions quand même d'entraînement qu'il faut continuer en France, plus les exercices internationaux auxquels la France participe toujours, et plus l'éléphant dans la pièce, c'est bien sûr les avions qui sont en maintenance. Et les arbres ne montent pas au ciel. Donc, il arrive un moment où l'armée de l'air commence à être prise à la gorge et est obligée de jongler avec une flotte quand même assez resserrée. Je te rappelle que la France a un petit peu plus de 200 avions de combat. On doit être officiellement dans les 230 ou 220, 230. Là-dessus, tu en as une quarantaine qui appartiennent à la marine. Tu as des Mirage 2000D qui sont pas vraiment faits pour l'interception. Tu as des Mirage 2000-5 qui appartiennent à une flotte de plus en plus réduite et très vieillissante. Et puis il reste les Rafales, mais les Rafales, on en a un peu plus d'une centaine à peine. Donc voilà, il faut apprendre à jongler avec des chiffres assez réduits. Il y a aussi un aspect qu'on évoque peu, c'est l'aspect humain, puisque quand tu envoies 3 Rafales en Pologne, eh ben, tu peux te dire que derrière, tu as grosso modo une quarantaine de bonhommes qui partent. Et là, on a vu que les avions appartenaient à la quatrième escadre de chasse de Saint-Dizier. Là, tu prends un gros contingent, enfin un gros, qui est quand même relativement réduit pour des avions de combat. Il y a des pays qui ont besoin de 2 fois plus de bonhommes hein, pour 3 avions, mais ça prend du monde. Donc on parle Pologne, F-16 polonais, F-35 hollandais, Rafale français. Tout ça, ça arrive à travailler ensemble. Oui, il le faut bien, mais c'est vrai que c'est quand même un aspect positif des choses, c'est que l'OTAN a mis en place depuis l'origine, mais enfin ça s'est quand même accéléré ces dernières années, des procédures de travail en commun, voilà, les choses sont quand même relativement bien organisées, sachant qu'il y a ces avions de chasse, et puis on a parlé aussi pour cette fameuse nuit de la double pénétration polonaise d'un G550 italien, donc c'est un avion de guerre aérien et d'un ravitailleur OTAN. Voilà, les choses se mettent en place. Les pays ont l'habitude de travailler ensemble et les matériels ont quand même un certain degré de communalité. On peut espérer que de ce côté-là, c'est assez fluide. Après, il y a aussi toute la question des règles d'engagement. Si on en revient, par exemple, au conflit précédent dans lequel il y avait beaucoup de travail en coalition, on s'aperçoit parfois qu'il y a du tiraillement d'un pays à l'autre, d'un détachement à l'autre, parce que tous n'ont pas leurs mêmes règles d'engagement au niveau national.
Donc il y en a qui vont lever le doigt, qui vont dire oui, mais moi je peux tirer, mais alors s'il faut que ce soit la pleine lune et que voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont dire ben moi je peux tirer, moi je tire quand je veux et je tire tout ce que j'ai. Donc il faut jouer aussi avec cet aspect des choses. On est obligé de composer avec des règles particulières parfois. Mais alors, on peut imaginer donc que la mobilisation qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 a permis d'apprendre beaucoup de choses à l'OTAN. Donc aujourd'hui, l'OTAN est en train de faire une analyse de ce qui s'est passé et qui va corriger ou améliorer son dispositif. Ben, on l'espère. Après tout, on paye des impôts pour ça. Donc il y a plein de gens qualifiés partout, super intelligents. Et je dis ça sans ironie, hein, parce que c'est vrai que quand tu fréquentes, on va parler de l'armée de l'air, mais quand tu fréquentes les personnels de l'armée de l'air, tu as affaire à des gens qui sont vraiment très bien câblés. Mais bon, il y a une inertie. Quelque part, il y a une inertie politique, puis il y a une grosse inertie aussi industrielle, hein. Je pense qu'on n'en parle pas assez des industriels, mais voilà, ils ont quand même aussi leur part de responsabilité là-dedans. Il faudrait qu'ils apprennent à faire un petit peu moins peut-être de marge, à rogner un peu sur les budgets de leur comité d'entreprise, et puis à proposer des matériels peut-être un peu plus simples, moins chers, moins coûteux, plus disponibles. Jusqu'à cette nuit-là, du 9 au 10, on avait souvent sur les réseaux sociaux des images d'avions occidentaux qui interceptaient des avions russes au-dessus de la mer du Nord ou proches de navires militaires qui étaient en mission. On était dans le rapport de force équilibré, c'est-à-dire avion contre avion. Maintenant, on est vraiment rentré dans un autre domaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des avions, mais on a besoin d'autres choses aussi. Tout à fait, tout à fait. Tu parlais tout à l'heure, tu viens de parler d'interception. Attention aussi, c'est un mot qui est un peu délicat. Je pense pas qu'on puisse parler d'interception en matière de surveillance de l'espace aérien. On parle là, on parle d'avions russes par exemple qui se baladent en mer du Nord ou au large de l'Atlantique, qui sont dans l'espace aérien international. Donc il n'est pas question d'aller les intercepter. On vient les renifler. On vient leur montrer qu'on est là, qu'on les a vus, qu'on les entend et qu'on sait décoller pour Mhm. le cas échéant un jour aller plus loin. Mais ça reste quelque chose de très normé et correct. Est-ce que tu penses que la riposte de l'OTAN dans la nuit du 9 au 10 en Pologne a permis de mettre en garde la Russie ou il va falloir d'autres épisodes comme celui-ci pour calmer les ardeurs belliqueuses de la Russie? Les Polonais ont demandé une réunion, donc les pays de l'OTAN se sont réunis et je pense qu'effectivement la Russie a eu très très peur à l'idée que les pays de l'OTAN se réunissent. Ouais. Ça répond à ta question. Complètement, oui, complètement. Ouais. Donc toi, tu penses que devant cette mise en garde effrayante De de l'OTAN? l'OTAN, il y aura bientôt une nouvelle invasion du ciel polonais, une nuit prochaine? Invasion, on va peut-être pas aller jusque-là, mais effectivement, il y a eu après quelques jours, quelques heures après, il y a eu cette incursion dans le ciel roumain. Mhm. Oui, si on se met dans la tête de Vladimir Poutine, on peut se dire bah, pourquoi pas, hein, j'ai mis une tapette sur la joue gauche, ils ont rien dit. On va mettre une tapette sur la joue droite un peu plus forte pour voir ce qui se passe, hein, ça mange pas de pain. Mais c'est à double tranchant quand même, parce qu'effectivement, toutes ces petites tapettes à droite à gauche finissent par réveiller les consciences Mhm. et mettre en branle une machine, mais qui est très très longue à mettre en route. Mais bon, au moins là, on aura eu un préavis. Ça fait 3 ans qu'on parle d'augmenter les cadences de fabrication des missiles, des obus de 155 mm, enfin de tout un tas de choses. Donc ça se fait très lentement. Bon, bah, il faut le prendre, il faut regarder les choses du bon côté. Il faut se dire qu'on a quand même un beau préavis. Ça serait dommage de pas l'utiliser. Juste un mot historique, hein, d'ailleurs, parce que les Polonais sont en première ligne hein, dans cette affaire. Les Polonais sont en passe de constituer la plus forte armée conventionnelle d'Europe, en laissant l'Ukraine de côté, hein, mais armée temps de paix, quoi. Ils achètent des quantités de matériel monstrueuses, ils gonflent leurs effectifs. Ils ont quand même une certaine expérience de leurs voisins russes, puisqu'ils ont quand même été envahis 3 fois par la Russie au XXe siècle, hein. En 2021, il y a eu une guerre contre la Russie soviétique. C'était pas encore l'Union soviétique, mais c'était la Russie soviétique qui venait de passer, qui venait de déposer le tsar et l'URSS allait être créée un an plus tard, je crois. Ils ont été envahis en 1939 aussi, hein, pendant que les Allemands rentraient à l'ouest, les Russes rentraient à l'est. C'était un bel exemple de double pénétration encore. Et puis ils ont été envahis, enfin ils se sont fait raboter leur territoire en 1945 aussi, une fois de plus par l'URSS. Donc s'il y en a qui peuvent être assez conscients des dangers de la situation et du
pouvoir de la force pour se protéger, c'est quand même bien les Polonais. Ouais. En conclusion, on peut espérer que cet événement contribue à accélérer la remise en question des doctrines occidentales. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller brûler un cierge. Hmm. Ça sera ma manière de participer. Ouais. Eh ben alors on va t'accompagner. Donc merci Frédéric, ne te brûle pas les doigts. Et puis si cette vidéo vous a plu, likez-la. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.